ça défile. Non, ça marche. Oh merde! Bonjour à vous cinéphiles, Robocop, film de 1987, un film culte, un film qui a marqué les esprits, un film qui fait partie intégrante de la culture populaire, que ce soit le film en lui-même, ou d'ailleurs tout simplement son robot, son personnage Robocop, qui est resté et qui encore actuellement fait partie de l'inconscient collectif. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le film a connu un remake en 2014, parce que Robocop c'est peut-être un film de 1987, mais c'est surtout un film qui est encore très fort aujourd'hui. Pour la petite histoire, il existe deux versions du film, donc la version ciné et la version Director's Cut. Il faut savoir que le réalisateur du film a toujours annoncé que la version sortie au cinéma, c'était la version des studios et ce n'était pas forcément la sienne. Pour l'occasion, j'ai regardé la version Director's Cut, la version plus longue. Alors, je peux pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins. En tout cas, elle est surtout connue pour être encore plus violente et encore plus sanglante que le film sorti au cinéma. Faut comprendre qu'à l'époque, évidemment, les producteurs avaient un petit peu peur que le film se fasse classé X, qui sont interdits aux moins de 18 ans, enfin bref, peut-être même pire. Donc, ils ont un petit peu adouci la vision du film pour que le film soit un tout petit peu plus grand public. Et je dis un tout petit peu plus grand public, parce que dans mes souvenirs, la version cinéma était déjà assez hardcore. Ce film est l'œuvre du réalisateur hollandais Paul Verhoeven, dont c'est d'ailleurs le premier film américain. Petite parenthèse rapide pour dire que son passage aux États-Unis n'a pas laissé l'industrie de marbre, puisqu'il a fait Robocop, Starship Troopers, Basic Instinct ou encore Total Recall. Donc le mec, il a pas fait beaucoup de films aux États-Unis, mais mon Dieu ce que c'était bon. Donc Paul Verhoeven, qu'on surnomme le Hollandais violent, justement de par la violence de ses films, était un réalisateur qui au début forcément travaillait dans son pays. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, le cinéma est entre autres sponsorisé par l'État. Et comme justement c'est un réalisateur violent, il avait un peu de mal à obtenir des subventions pour faire ses films. Ce qui fait qu'en fait, il commençait déjà à lorgner vers les États-Unis. Ça tombe bien, son dernier film hollandais, avant de faire Robocop, donc La chair et le sang, était déjà coproduit par un certain Orion Pictures, qui sont évidemment les producteurs de Robocop. Mais si le film est en effet réalisé par ce monsieur, il faut remonter vers ses scénaristes pour comprendre un petit peu la genèse. Donc l'un des co-scénaristes s'appelle monsieur Edward Neumeyer, qui en fait a commencé à avoir l'idée lorsqu'il a visité le tournage de Blade Runner. Donc pour la petite histoire, Edward Neumeyer à la base c'est un producteur qui voulait revenir un petit peu à la création, qu'on avait juste un petit peu marre d'être producteur, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est mis à écrire. Lors de son passage sur le tournage de Blade Runner, il a demandé « mais de quoi parle ce film ?» Et la personne lui a répondu « c'est un film sur un flic qui chasse des robots ». Il a regardé un peu la tête des robots, il a vu qu'ils ressemblaient à des humains, il s'est dit c'est pas vraiment tout à fait comme ça que j'imagine la tête d'un robot, mais quoi qu'il en soit, ceci a été une petite graine dans son cerveau, comme vous pouvez l'imaginer dans le film, on inverse un petit peu quelques notions. Ainsi, dans Robocop, ce sera plutôt, en effet, la machine qui va traquer des humains. Et on peut aisément imaginer, bien qu'il n'ait pas eu accès au scénario de Blade Runner, qu'en voyant ce robot humain, il ait aussi eu l'idée de ce robot qui devient à chaque fois plus humain. L'autre scénariste s'appelle Michael Miner, qui avait un projet qui s'appelait Supercop. Alors, j'ai trouvé des informations, mais souvent elles sont contradictoires. En gros, ce serait un policier humain qui, à chaque fois, à cause d'accidents ou autres, se retrouverait greffé de parties robotiques, justement, et qui perdrait peu à peu son humanité. Et donc, le film parlerait aussi de ce combat entre l'homme et la machine pour garder son humanité. À la rencontre de ces deux esprits, on peut en effet imaginer le résultat final, Robocop. Mais il manque encore quelques petits détails intéressants à savoir, comme le fait que, par exemple, Edward Neumeyer était à la base très fan de comic book, et il s'est inspiré de différents personnages, dont le célèbre Judge Dredd. Donc, non pas le film, évidemment, mais le personnage des comic books. Et c'est intéressant, parce que qu'est-ce que Judge Dredd? Judge Dredd, c'est un personnage qui est dans une ville futuriste, qui sent un peu le côté moisi, post-apocalyptique, des gangsters partout, et Judge Dredd, c'est un flic, qui normalement n'enlève jamais son casque, donc, qui est très peu humanisé, et qui a un côté très carré, très strict. Je rappelle quand même qu'à la base, Judge Dredd, c'est une petite moquerie quand même du fascisme, hein, disons les choses comme elles sont. Hein. Mais il avait aussi une autre inspiration qui vient de Marvel, et ça je suis sûr que tout le monde connaît le personnage, à savoir le personnage de Rom. R-O-M. Je connais absolument pas ce personnage, donc Rom the Space Knight, qui est, d'après ce que j'ai cru voir, donc aussi un esprit qui a été mis dans un exosquelette, dans un robot de combat. En gros, c'est ça. Il paraît que le film fait beaucoup de références à ce personnage, mais ne connaissant pas, je ne peux pas rentrer dans les détails. Si vous avez des détails dans les commentaires, merci beaucoup. Mais il manque encore un tout petit élément pour donner corps à ce scénario absolument génial, à savoir comme monsieur Michael Miner était militant, par exemple, contre la guerre du Vietnam et tout ça. C'est donc lui qui a mis tout l'aspect critique social dans ce film. C'est lui qui a mis tout ce côté dénonciation, et qui donne évidemment beaucoup de goût à ce scénario.
Mais pour revenir à Paul Verhoeven, quand il a reçu le scénario des deux personnes précédemment citées, il faut savoir qu'il l'a trouvé mauvais, et il l'a refusé, il l'a jeté en mode « oh, ça m'intéresse pas ». Et c'est sa femme qui a eu la bonne idée de prendre le scénario et de commencer à le lire, peut-être en entier, et qui est retournée le voir en lui disant « tu sais chérie, je pense que tu devrais rejeter un coup d'œil à ce scénario parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes là-dedans ». Quand on dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, et ben là, on le confirme, merci madame. Et donc, ce film, c'est un peu la rencontre de ces trois personnes, donc les deux scénaristes et le réalisateur, parce que si les scénaristes apportent l'histoire, Paul Verhoeven a apporté sa violence. Et quand on imagine tout ça, on se dit que le mariage ne pouvait être que parfait. Parce que oui, c'est Paul Verhoeven qui a rajouté des détails sordides qui n'étaient pas dans le film, comme par exemple le moment où il tire entre les deux jambes de la dame de la jupe pour, poum, émasculer le violeur. Et ben ça, c'est une idée de Paul Verhoeven. Dans le scénario, à la base, c'était juste écrit qu'il lui tirait dans la tête. Ou tout simplement l'assassinat de Murphy, qui n'était pas décrit de manière très technique, on va dire, très détaillée dans le scénario, et ben c'est Paul Verhoeven qui a mis sa patte là-dedans et qui lui donne ce goût et qui en fait de cette scène une scène absolument culte qui a resté et qui a choqué tous ceux qui l'ont vu. Donc oui, si Robocop, le scénario, avait déjà tous les éléments, c'est Paul Verhoeven qui va le sublimer. Ce film a été produit donc aux États-Unis par Orion Pictures, une société qui avait déjà eu du succès il y a quelques années auparavant, et qui a un robot du futur, un certain Terminator, duquel on a fait une vidéo, au passage, si vous voulez aller la regarder, profitez-en. Et cette société, eh ben, elle était un petit peu dans la dèche économiquement, ça allait pas très fort, ils avaient besoin d'un film pour se remettre en selle. Il faut savoir que Robocop, c'était un petit budget, même pour l'époque, il a coûté 10 millions. Oui, enfin ça c'est le budget de base, même si à l'arrivée il a plutôt coûté dans les 12 et les 13 millions, mais il faut savoir que justement la société les a quand même allongés, permettant au film de se faire dans de bonnes conditions. Mais là où c'est intéressant de revenir sur le budget, c'est de savoir que c'était donc une petite production, et donc c'est qui explique pourquoi le réalisateur a eu une telle liberté. Déjà parce qu'on était à une autre époque, mais aussi parce que, même comme de nos jours, quand on fait un film grand public avec beaucoup d'argent, il faut qu'il puisse être vu par tout le monde. Là, au contraire, il a eu cette petite liberté parce que c'était un petit budget. Et je profite pour dire que de nos jours, comme à l'époque, si vous voulez voir des films qui cassent les codes et qui peuvent être violents ou des choses comme ça, il faut souvent se tourner dans des films à plus petit budget. D'ailleurs, inutile de dire que Robocop a été un carton, ce qui permettra à la société de continuer et de faire une franchise Robocop avec Robocop 2, Robocop 3, un dessin animé, une série télé... Bref, de faire une franchise complète, mais disons les choses comme elles sont, aucun ne sera au niveau du premier Robocop, le Robocop. Je vous ai dit que Orion Pictures avait produit Terminator. Et bien, figurez-vous que pour tenir le rôle principal de ce film, ils avaient pensé à Arnold Schwarzenegger. Bah oui, Arnold Schwarzenegger, déjà, il est de la maison, puis ils avaient déjà cartonné, ça aurait été super. Le souci, c'est que, cette fois-ci, Arnold Schwarzenegger, vous voyez un peu le personnage, et ben, il devait être dans une armure. Et donc, du coup, Arnold Schwarzenegger qui est déjà bien carré, si en plus on lui rajoute une armure, le mec il va plus passer les portes. Et donc du coup, ils ont laissé tomber cette idée, ils ont jamais fait d'offre à Arnold Schwarzenegger, mais ils y avaient pensé. Et maintenant, un petit mot sur quelques acteurs du film, je reviendrai par la suite sur d'autres acteurs. Donc d'abord, le personnage principal, Robocop, Murphy, Peter Weller. Peter Weller, c'est un acteur qui a fait plein de choses, évidemment, mais qui n'a pas eu une grande carrière. Faut dire les choses comme elles sont. On l'a vu dans des séries télé comme 24 heures chrono, ou encore dans Star Trek Enterprise. On a pu le voir dans certains films comme Dragon Eyes, qui est un direct-to-vidéo. Bref, il a fait des trucs, je dis pas, mais c'est pas un acteur qui a eu une carrière folichonne. Je sais, il y en a déjà parmi vous qui sont déjà en train d'écrire dans les commentaires, mais il a fait Bakaru Banzai. Je sais. Alors, dans ce film, est-ce qu'il est bon ou pas? Bah écoutez, oui, il est plutôt très bon dans le film, mais il faut comprendre aussi qu'il est dans une armure qui aide au charisme, il a été aussi pris pour son menton, un menton qui marque bien forcément, vu le costume, Et il arrive à, je trouve, faire passer les émotions de Robocop à travers l'armure, c'est-à-dire à travers le fait qu'on ne voit à peine son visage. Donc je trouve qu'il fait un excellent boulot pour ce film. Et en plus, forcément, il a été pris pour son physique qui n'était pas forcément le plus baraque pour pouvoir rentrer dans l'armure. Donc, il a été casté pour des raisons purement physiques, on va dire, mais je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt bien. Sinon, dans la coéquipière de Murphy, on a Nancy Allen qui interprète Lewis. Nancy Allen, c'était entre autres la femme d'un certain Brian De Palma, ce qui explique qu'elle a tourné dans pas mal de films de Brian De Palma. Et il faut dire les choses comme elles sont sur le CV, et ça le fait. Bon, après on peut dire qu'il a été pistonné, mais bon, sur le CV, ça le fait. Le costume, l'armure, est l'œuvre d'un certain Rob Bottin, qui est donc un spécialiste du maquillage et puis des costumes et tout ça, qui a galéré pour ce film. Il a galéré tout simplement parce que Paul Verhoeven s'est très investi dans le film, pas juste au niveau de la violence et tout ça, il a vraiment fait du film son film à lui. Et il faut savoir qu'il est un petit peu embêté à l'heure de créer l'armure, il lui a fait faire quelque chose comme 50 dessins différents, 50 versions avant de trouver la bonne, donc autant dire qu'il a galéré. Parmi les différentes versions de l'armure, et même au final, on peut constater parfois, évidemment, une certaine influence japonaise dedans, je reviendrai là-dessus, parce que j'ai entendu dire plusieurs fois
que, en fait, l'armure de Robocop aurait été inspirée de ça. Xor, le shérif de l'espace. Alors là, comme ça peut sans doute surprendre, mais c'est vrai que si on enlève le bas, la grille en bas, et on imagine qu'on voit son menton, le haut ressemble assez. Je sais pas à quel point c'est vrai, peut-être une rumeur, mais j'ai souvent entendu dire que Xor était une des choses qui a inspiré Robocop. Donc, comme on a vu, trouver le design de l'armure a déjà été difficile, mais ensuite, il fallait aussi la construire, et ça a pris tellement de temps qu'en fait, le tournage du film a été retardé. Tout simplement. Et j'irai même plus loin, au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus retarder le tournage, donc ils ont commencé le tournage, mais ils n'avaient toujours pas l'armure. Donc ils ont commencé par tourner les scènes où il n'y avait pas besoin de l'armure. Et quand l'armure est arrivée sur le tournage, elle n'était même pas complètement finie, ce qui fait qu'en fait, ils ont commencé à tourner avec l'armure, alors qu'elle était encore en train de se faire finaliser. Il y a eu au total plusieurs armures, évidemment, pour le film. D'après ce que j'ai trouvé, il y en avait 5. Évidemment, il y a la principale, l'armure très belle, et ensuite il y en avait d'autres qui étaient là pour certains plans ou des choses comme ça. Il faut savoir qu'à la base, ils avaient plutôt en tête un robot qui soit agile et qui bouge comme un lézard. Idée qui sera abandonnée, mais qui, étrangement, sera reprise pour le remake de 2014. Bon, évidemment, cette idée était une idée à la base, mais avec l'armure, la grosse armure, impossible de bouger comme un lézard, ce qui a d'ailleurs posé des petits soucis à Peter Weller, puisque Peter Weller s'était entraîné avec un coach de mime pour justement apprendre à bouger comme un robot, mais quand même de manière un peu agile, et en fait, il a dû laisser tomber tout son entraînement et improviser sur le tard. Autant dire tout de suite que l'improvisation est vachement bonne, puisque Robocop bouge très très bien dans le film, il n'y a pas de souci là-dessus. Un robot qui bouge bien, mais qui est en effet, faut dire les choses comme elles sont, avec des mouvements saccadés et lents, ce qui en fait non pas un robot agile, un ninja comme dans la version 2014, mais plutôt un tank, quelque chose de lourd, qui encaisse les balles et qui les rend. Il paraît qu'il fallait à Peter Weller une dizaine d'heures pour mettre l'armure. J'ai même entendu dire 17 heures, mais 17 heures pour mettre une armure, mais c'est horrible, c'est horrible. Je veux dire, vous rajoutez 8 à 17, vous arrivez à 25. Ça veut dire que le mec, il pouvait même pas dormir 8 heures par jour. Et puis en plus, je dis ça, mais je pense que quand il mettait l'armure, c'était quand même pour l'utiliser pour le tournage, quoi. Il a galéré dans ce film. Ce qui est le cas, hein, ça c'est sûr, il en a chié. Hein. Mais 17 heures, ça me paraît énorme. Déjà 10 heures et tout ça, c'est énormissime. Mais oh là là, sacré travail, sacré travail. Bon, pour la petite histoire, il faut savoir qu'en fonction des scènes, il mettait pas toute l'armure. Hein. Par exemple, très souvent, il avait pas le bas hein, quand on filmait le haut ou vice-versa, ils sont pas bêtes. Entre autres, si vous faites bien attention, vous remarquerez qu'on ne voit jamais Robocop rentrer ou sortir de la voiture. Tout simplement parce qu'avec toute l'armure, il pouvait pas rentrer dans la voiture, c'était beaucoup trop grand et ça posait trop de problèmes. Donc quand il est dans la voiture, pour la petite histoire, sachez qu'en bas, il est en short. Parce que oui, un autre petit détail que je profite pour glisser là, en fait, le film a été tourné en été. Ouais, il a cette grosse armure, ça a été tourné en été, non pas à Détroit où se passe le film, mais à Dallas. Et il faut savoir que l'acteur en chiait, il transpirait énormément, il perdait environ 3 kilos par jour d'eau, donc il fallait faire très attention à l'hydrater, etc. Et puis je pense pas que la fermeture éclair était très efficace pour aller au petit coin, donc autant dire que c'était compliqué hein, pour lui. J'ai même entendu dire qu'une fois il a été jusqu'à perdre 5 kilos, donc il fallait vraiment qu'il fasse attention à sa santé. Il en a vraiment chié pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, si vous faites attention, vous remarquerez que les plans où on voit Robocop en entier, il n'y en a pas tant que ça, et vous remarquerez aussi que les plans où il est en entier, il bouge pas beaucoup. Un petit mot aussi très rapide, puisque je vous ai parlé un peu des voitures, il faut savoir que Paul Verhoeven était tellement investi qu'il a aussi refusé le premier design des voitures. Il a demandé un autre design de voiture. Le scénario de ce film, à première vue, peut paraître assez simple. C'est sans doute ce qui a fait que Paul Verhoeven l'avait refusé dans un premier temps. Parce que oui, si on regarde de plus près, on a en fait le schéma d'un film de super-héros, assez classique, hein, c'est-à-dire le personnage obtient ses pouvoirs, ici de manière très tragique, ensuite il les utilise contre des méchants lambda avant d'arriver au grand méchant final qui le demande de se surpasser. Donc on a de base, comme ça, au premier abord, et peut-être aussi de la manière dont nous l'avions perçu quand nous avons vu ce film étant plus jeunes, un film assez simple. Alors en regardant de plus près, évidemment, on peut y voir une figure christique, le mec qui meurt des péchés de l'homme et qui revient pour les purger de ses péchés. On peut aussi voir un côté Frankenstein, la créature de Frankenstein, donc qui est créée à partir d'un cadavre et qui finalement va se retourner contre son créateur. On peut aussi voir un côté western italien. Moi j'adore le western italien puisqu'on sait toujours qu'à la fin, enfin toujours très souvent, il y a le fameux passage à tabac avant que le mec revienne plus fort et fasse régner la loi. On peut aussi voir dans la manière de faire tourner le flingue, le fait de mettre le pistolet dans sa jambe, donc dans son holster. Il y a un petit côté western. On peut aussi voir la manière de bouger comme ça, de Robocop un peu lente, ce côté justement, pas film d'action, mais ce côté justement western, où on est tranquille, et pam. Et ce côté western peut le rapprocher de certains films, je pense à certains films de Clint Eastwood, comme par exemple Pendaléo et court, ou encore l'Inspecteur Harry, où en effet, le policier se venge, mais il se venge en se cachant derrière la justice. Ça tombe bien, sa vengeance est aussi justice. Mais où est la limite entre la vengeance et la justice? Ce qui fait évidemment que le film a ramassé quelques critiques négatives de personnes politiques qui ont dit que c'était un film fasciste. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur Judge Dredd.
Mais il est vrai que l'histoire qui est développée dans ce film est assez simple. J'ai parlé du schéma du super-héros, et quand Robocop va chercher ses bourreaux, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va voir le premier, il l'attrape, ensuite il va vers le second, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose, l'histoire en elle-même est très simple. Franchement, elle est simple, il faut dire les choses comme elles sont. Prenons par exemple les personnages. Les personnages de ce film, Murphy, Lewis et compagnie, ne sont pas très développés. Ils sont juste développés le minimum nécessaire pour que le film fonctionne. Si c'était un film actuel, on aurait passé des heures à nous parler de leur passé, de ci, de ça. Là non, on nous explique juste la situation vite fait, bien fait. Parce que ce ne sont pas les personnages qui sont importants dans ce film, c'est l'environnement, on revient dessus tout de suite après. Mais une dernière chose, si on le compare à un film de super-héros, évidemment, on n'est pas du côté du super-héros glorieux qui a des super-pouvoirs et c'est trop cool, mais plutôt de celui dont les super-pouvoirs sont une malédiction et quelque chose de négatif. Parce que oui, comme j'ai dit, les personnages sont pas très développés, mais on a quand même tout le côté drame du personnage, et c'est réglé de manière assez simple et assez froide. Je veux dire, quand Robocop va voir sa famille, eh ben, il apprend que sa famille, elle est partie, point final, elle a refait sa vie ailleurs, point final, il ne la retrouvera jamais. Dans un film actuel, il est fort probable qu'on développe cela et qu'on essaye de créer tout un véhicule avec sa famille. Je me rappelle plus du remake, mais il me semble que c'est ce qu'ils font. Là non, la famille elle est partie, point. Mais encore un des points plutôt intéressants dans le film, je trouve, c'est qu'en fait, on efface le cerveau donc de Murphy, de Robocop, mais c'est pas lui en fait qui va se rappeler de lui-même, ce sont les autres qui le reconnaissent. C'est Lewis et puis évidemment certains méchants qui lui disent mais toi t'es Murphy, t'es Robocop, on te connaît. Et donc ça va lui planter la petite graine qui fait que peu à peu, il va commencer à se souvenir. Moi je trouve que c'est un détail, mais c'est un détail intéressant de voir que ce sont les autres qui ont reconnu le côté humain qu'il avait en lui, que pour lui, on avait totalement effacé, et donc il ne savait pas qu'il avait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le film va beaucoup plus loin que simplement son personnage, ou son film de super-héros, ou tout ce que l'on veut. C'est un film qui va beaucoup, 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 beaucoup plus loin. J'en ai déjà un peu parlé. Beaucoup plus loin. Un film de science-fiction pourrait commencer par exemple par une voix off ou un texte explicatif qui vous dit voilà, ce film se passe en l'an 4 milliards, il y a une bombe atomique qui a explosé, il y a eu ci, il y a eu ça. Et bien ce film, il fait pas ça du tout. En fait, il est beaucoup plus intelligent que ça parce qu'il commence par une sorte de voix off. Mais pas une voix off classique. En fait, il commence par des journaux qui arrivent et qui nous expliquent le quotidien. Et ces journaux ont deux rôles. Le premier, nous faire comprendre le côté complètement taré du monde dans lequel on est, quand on est dans un monde en pleine décadence, et aussi, donc, de faire, comme j'ai dit, office de voix off, c'est-à-dire de nous présenter le contexte, par exemple, on va nous parler de l'OCP, de la privatisation de la police, etc. Donc, c'est une manière de faire une voix off super fun, qui permet, sans avoir besoin de vous le dire, vous savez, d'une certaine manière, le show don't tell, c'est-à-dire montre et ne dit pas, la situation de l'époque, pour dire qu'on n'est pas dans un monde idyllique, clairement pas. Mais au-delà des journaux, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, il y a des publicités. Il y a des publicités dans le film, ce qui en tant que tel est déjà une idée de fou. Quand on regarde un film à la télé, il y a des publicités, ça nous emmerde. Là, elles sont carrément dans le film, elles font partie du film. Et ce qui est cool, c'est qu'elles sont rigolotes, elles aident à souligner justement l'état d'esprit de l'époque, comme par exemple le moment où la famille joue à une espèce de toucher-couler, où le but c'est d'envoyer une bombe atomique sur l'adversaire avant que lui nous en envoie une. Je pense pas que c'est du hasard. Pour la petite histoire, le fait de se servir de la télévision comme d'une voix off est quelque chose qui est inspiré du comic book, et pas de n'importe quel comic book, puisqu'il s'est inspiré du Dark Knight Returns de Frank Miller, la fameuse histoire sur Batman, où d'ailleurs il y a plein d'écrans de télévision qui n'arrêtent pas de parler et qui aident justement à montrer cette atmosphère-là. Évidemment, ça fonctionne très très bien dans ce film, mais rappelons quand même que Frank Miller a écrit des comic books sur Robocop, et que Frank Miller a écrit le scénario du deuxième film, Robocop. Donc Frank Miller était pas loin. Mais au-delà de ces journaux télévisés, de ces publicités, dans le film en lui-même, dans l'histoire, à travers les personnages par exemple de l'OCP et autres, on nous montre qu'on est dans un film pourri, et c'est là que la critique sociale rentre en scène, parce que le film, il critique plein de trucs, entre autres la politique de Ronald Reagan, donc la période où tout était en train de se privatiser. Là on est en train de parler de la privatisation de la police. Je tiens quand même à préciser qu'il y a certaines personnes qui estiment que certains États seront complètement privatisés dans pas longtemps, hein. Donc des États entiers, hein, c'est dire. Hein. On n'y est pas encore, mais ça va, tranquille, piano piano. Donc évidemment, le pouvoir des lobbies, qui met en avant que c'est le profit avant toute notion humaine, et aussi, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, le remplacement des humains par des machines pour faire le travail. Et ouais, entre autres. Il y a une scène que j'adore à ce niveau-là, c'est la scène de présentation de ED-209. Donc il nous est autant présenté à nous spectateurs qu'aux personnages dans le film, et le ED-209 a un petit bug de rien du tout, dans lequel il envoie quelques petites balles sur un mec gentil qui était juste là pour la démonstration, et qui se fait littéralement criblé de balles de partout, il se fait mitrailler même quand il est à terre. C'est une scène ultra violente que j'adore d'ailleurs. Et cette scène est assez marquante parce que, forcément, que fait le président de l'OCP quand il voit ça? Il fait « Oh là là, facepalm, mais quel fiasco !» Et là,
Donc le créateur de ED209, il arrive, il fait « Ah, désolé, c'est juste un contretemps. En gros, ne m'enlevez pas le contrat, on va dire, c'est juste une erreur. » Et là, le président de l'OCP lui fait « Un contretemps, mais vous vous rendez pas compte, on va perdre du temps, donc perdre de l'argent, blablabla, blablabla. » Il y a un mec qui vient de mourir, bordel. Il y a un mec qui vient de se faire flinguer. Et la seule réaction qu'ils ont, c'est « Oh là là, on a encore perdu du temps, on va perdre de l'argent. » Mais ce qui est spécialement fort, c'est que ce dialogue où ils sont en train de parler de perte d'argent, de perte de temps et tout ça, il a l'air tout à fait naturel. Il coule de source de la scène. Il y a un type qui vient de mourir, mais non, on s'en fout. Et le dialogue ne pose pas problème, sauf si on fait spécialement attention à ce qui se dit. Et ça, c'est grave, je trouve. C'est vachement bien fait dans le film, mais c'est vachement grave pour nous. Et avec tout ça, je ne vous ai pas parlé d'une des composantes principales de ce Robocop, c'est en fait l'aspect très humoristique du film. Ah, il est violent, mais il est humoristique. Mais c'est de l'humour noir, très noir. Ainsi, justement, le monsieur que j'ai dit tout à l'heure, qui s'est pris quelques balles, un peu beaucoup, on a vu sa tête exploser et tout ça, quand il est par terre, il y a quand même quelqu'un qui peut dire « il faudra appeler un médecin ». Ça, c'est un exemple. Évidemment, il y a tous les journaux, toutes les publicités, tout ça que je vous ai dit, par exemple, le fait de s'envoyer des bombes atomiques et tout ça. Il y a un humour noir grinçant là derrière qui arrive à faire que cette moquerie, cette dénonciation, bah, elle a un côté un peu, tiens, dérangeant, tiens, on s'en amuse un peu pour le tourner en ridicule. On peut aussi parler des méchants du film, les vrais méchants du film, qui en fait s'éclatent à être des méchants, ils prennent leur pied à être des méchants. On voit qu'ils se marrent à tuer des gens, qu'ils adorent détruire des choses. C'est un peu exagéré, c'est un peu poussé à l'extrême. Il y a un petit côté d'ailleurs bande dessinée là-dedans, à nouveau, côté justement peut-être assez proche de Judge Dredd, un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire des méchants haut en couleur, ce qui d'une certaine manière leur rapproche aussi des punks de Mad Max ou autres, donc ce côté presque post-apocalyptique. On n'est peut-être pas dans le post-apo, mais ça va arriver. C'est là, c'est à côté. Et dans ce film, d'ailleurs, tous les personnages sont négatifs, à part peut-être une ou deux exceptions sur lesquelles nous reviendrons, mais la plupart des personnages sont négatifs. Même celui qui crée Robocop, il le crée pas pour créer un super-héros ou j'en sais rien, il le fait pour piquer le contrat à l'autre. Il est tout aussi salaud, tout aussi con que le grand méchant du film. Un tout petit peu moins, parce que lui, il contacte pas des tueurs, hein, mais je veux dire, c'est la même chose, c'est la même chose. Personne ne se sauve. Une des caractéristiques du film, d'ailleurs, qui pour moi n'est pas du tout quelque chose de dégénérescence de valeur et tout ça, c'est le côté égalité homme-femme, qui sera d'ailleurs développé par la suite par le scénariste et par Paul Verhoeven lui-même dans Starship Troopers, mais une égalité complète et presque absolue. Ainsi, lorsque Lewis arrive au début du film, eh ben, on la voit tabasser un malfrat. Et ce que je veux dire, c'est que Lewis, le personnage, est traité exactement comme un homme. Et ça, perso, c'est plutôt une caractéristique positive. Et si je vous dis ça, c'est parce que justement, bah, on allait parler des personnages positifs. Lewis, c'est un personnage positif. On est d'accord. Il y a le chef des flics, aussi, le Renoir. Le fameux chef de la police Renoir. D'accord, l'afro-américain. C'est un classique des années 80-90, qui est peut-être d'ailleurs le seul flic qui représente la fonction de la police à l'ancienne. Et c'est pour ça que, justement, il n'aime pas l'OCP, etc., etc. Et sinon, on peut évidemment parler de Murphy, qui, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'est pas forcément ultra développé. On peut y voir un côté un peu « je me la pète, je suis flic, je vais faire régner la loi », mais en tant que tel, il n'est pas présenté comme un personnage négatif, et heureusement, parce que c'est quand même le personnage principal, il faut qu'on arrive à avoir de l'empathie pour lui et pour son drame. Mais aussi, ce qui fait la grande force de beaucoup de films de science-fiction, c'est que cette critique qui était faite par rapport au présent du film et à ce qui allait venir, eh ben, c'est que souvent, eh ben, c'est encore d'actualité. Et ce film, il a cette force-là, cette très grande force qui l'accompagne, c'est que le film, il est encore, hélas, d'actualité. Et ça fait froid dans le dos, évidemment, surtout que tu te dis, bon, bah, comme tous les bons films de science-fiction du genre, c'est-à-dire, on était là, on nous a prévenus, on a avancé, on est à mi-chemin. Il reste l'autre moitié à parcourir, mais ça tombe bien, on a déjà parcouru la première partie. Ouais, mais petite parenthèse intéressante, si ce film parle en effet d'un futur dystopique, il est intéressant de constater qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses très futuristes, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de robots, je veux dire, finalement, à part Robocop et ED209, qui d'ailleurs sont des prototypes, on voit qu'on est dans un univers finalement très proche du nôtre, très proche. Donc oui, on peut dire que le synopsis est simple, un film de super-héros. Oui, on peut dire que le déroulement de l'histoire est aussi simple et classique, mais le film va plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que c'est très bon. Alors maintenant, je vais continuer avec quelques petites anecdotes, on va dire, sur le scénario. J'avais prévu de le dire un peu après, mais en fait, je vais le mettre maintenant. Par exemple, lorsque le personnage de Clarence Bodiker, interprété par monsieur Kurtwood Smith, je vais y arriver, se fait attraper et se fait balancer donc devant le bureau du flic, c'est l'acteur qui a improvisé le fait de cracher sur la feuille. Et qu'on le veuille ou non, eh ben, ça fait partie justement déjà, de sa capacité d'interprétation, puisqu'il incarne le personnage, il improvise des choses du personnage, mais qui plus est, bah, c'est un petit détail, hein, c'est rien, mais ça rajoute un petit truc au film dans ce côté justement un peu malaisant, malsain. Toujours ça de prix. Et d'ailleurs, la façon qu'a Robocop de tuer ce Bodiker à la fin, eh ben,
en fait, elle n'était pas dans le scénario. Cette fois, c'est une improvisation, on va dire, du metteur en scène, qui voulait justement quelque chose de plus corps à corps, quelque chose de plus palpable, de plus humain, justement, pas une arme à distance ou un truc comme ça, qu'on soit vraiment au contact, d'une façon humaine, entre guillemets. Et pour donner un autre exemple d'improvisation d'acteur, par exemple Peter Weller, c'est lui qui a improvisé la phrase qui dit un truc du genre « Oui, alors on est totalement niqué, on va dire, on est blessé de partout, mais t'en fais pas, ils peuvent tout réparer ». Évidemment, ce qui est excellent dans cette réplique, c'est que ça ajoute aussi un petit côté second degré qui colle bien au film, ce côté ironique du film. Le film est aussi honnête sur un sujet très précis, donc la fameuse Directive 4, parce que d'entrée de jeu, on nous montre Directive 4, ah, on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on imagine qu'il y aura quelque chose, et quand elle arrive à la fin, bon, bah, on n'est pas surpris. Mais ce qui est bien, c'est que malgré tout, ça ne gâche pas du tout le principe du film, parce que la révélation de cette Directive 4, bah, finalement, elle confirme ce qu'on savait déjà, bah, que le monde est vraiment pourri, mais jusqu'à la moelle, tout simplement. Donc, c'est plutôt bien géré. Car en effet, ils auraient pu jouer la carte de la surprise, du twist final et tout ça qui serait sorti de n'importe où. Pourquoi pas, mais je trouve que le film a cette honnêteté qui ne gâche rien. Et d'ailleurs, il est aussi intéressant de montrer que c'est là où Robocop commence à montrer ses limites, c'est là où il commence à avoir mal, c'est là où il se fait taper dessus par ED209, c'est là où il commence à être blessé et vraiment endommagé, quoi. Pas jusque-là, c'était un tank, il était invulnérable, là c'est fini. Là, il commence à être grave en danger. Et ironie du sort, justement, donc une fois qu'il a fui ED209 qui s'est cassé la gueule dans les escaliers, il se fait mitrailler par des flics, par des représentants de l'ordre, par ses collègues. Il se fait tirer dessus, alors que lui, c'est le gentil qui vient arrêter un méchant. C'est donc la police qui vient tirer sur le justicier. Y aurait-il un message là-dedans par rapport à la privatisation? C'est pas impossible du tout, on va dire. Et donc tout ça est lié aussi évidemment au principe de réhumanisation, c'est-à-dire jusque-là, comme on a dit, c'était un tank invulnérable, là il redevient humain, on a peur pour lui, il commence à être blessé, on se dit qu'il peut mourir, intéressant pour amener le combat final. Juste avant le combat final, il y a Robocop qui enlève son casque, c'est la première fois qu'il l'enlève, et on voit le visage de l'acteur, ce qui veut dire qu'en fait, Robocop se réhumanise, on revoit le visage de l'acteur. C'est simple, mais c'est plutôt bien fait. Dans la continuité, il y a la scène où Robocop utilise son gros pistolet pour essayer de viser les petits pots de bébé, et c'est Lewis qui vient l'aider. Je pense pas être le seul à avoir vu un petit sous-entendu sexuel là derrière, hein. C'est-à-dire au petit matin, quand elle est en train de dormir, hein, il prend son gros canon, hein, il fait du bruit, broum broum, hein, elle se réveille, il fait « Oh, j'ai de la peine à viser, est-ce que tu peux m'aider ?» Et puis en plus, sur des pots de bébé, donc pour rajouter un petit peu de détails, il y a un petit sous-entendu sexuel là-dedans, je trouve. Vous trouvez pas? Ouais. Et pour finir sur le scénario, j'ai envie de parler de la réplique de fin. Cette petite réplique qui, bon, n'est pas extraordinaire en tant que telle, mais qui représente en fait la seule lueur d'espoir que dans ce monde totalement déshumanisé, dans ce monde robotisé, dans ce monde apocalyptique, dans ce monde de chaos, eh ben, il y a un petit peu d'espoir, il y a un petit peu d'humain qui est là-dedans. On se dit qu'il y a peut-être l'humanité qui est cachée là-dessous, et qu'elle va ressurgir à un moment donné, qu'à un moment donné, on va dire basta à tout ce problème, à toute cette direction. C'est la promesse que nous fait le film. En partie. Il dit peut-être que, quand même, il y a encore un petit peu d'espoir. On est d'accord, il est mince l'espoir. Alors maintenant, on va évoquer la violence du film, parce que comme on a dit, il y a le scénario, et il y a ce qu'a apporté Paul Verhoeven, entre autres cette violence graphique, qui fait que tout ça, c'est étonnamment bien marié. Parce que disons les choses comme elles sont. La violence de ce film vire parfois au sadisme. Faut dire les choses comme elles sont, hein. Par exemple, lorsque ED209 est présenté et qu'il flingue le mec, il le flingue pas un peu, il le flingue mais complètement. Il y a des explosions partout, il y a du sang qui gicle, je veux dire, c'est pas un peu violent, c'est très violent. La mort de Murphy est un des moments cultes du film, mais culte qui nous a tous agressés, on s'est tous sentis agressés par le sadisme de cette scène. Et il faut reprendre depuis le début, parce que bien qu'on connaisse l'histoire, généralement les gens quand ils vont voir un film, ils savent à peu près de quoi ça parle, peut-être la bande-annonce ou j'en sais trop rien, donc on sait qu'il va mourir. Mais en regardant le film, on se dit qu'au début, les flics, ils font assez bien leur boulot, tout ça, il y a une espèce de petit suspense déjà qui se crée, même si on sait qu'il va mourir, mais peut-être que, pas tout de suite, encore un petit peu. Et en fait, il se fait choper. Et quand il se fait choper, là, il y a les méchants, et on voit qu'il y a tout ce sadisme. Par exemple, Clarence Bodiker qui est là, tac, 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 avant de lui tirer, bam, et pouf, explosion de la main. Il y a une espèce de suspense sadique. Ensuite, il y a la torture, comme j'ai dit précédemment, les méchants qui adorent être méchants, qui sont là, et ensuite ils s'en donnent à cœur joie, et ils le criblent de balles, mais c'est une mort ultra violente, et c'est pour ça qu'elle a marqué. Autre moment fort dû à la violence, lorsque un des malfrats sort d'une espèce de bain d'acide, on va dire, où il est complètement déformé, avec les doigts complètement cramés et tout ça. Honnêtement, moi quand j'étais gamin, j'ai vu cette scène, j'ai fait « Ah !» C'est un peu abusé, comme on disait, ça va presque dans le ridicule, dans cet humour noir, mais c'est quand même ultra violent. En plus, juste après, il se fait ramasser par la bagnole, et on voit qu'il a étouffé Bichon de partout, parce que pouf, il explose littéralement, hein, mais littéralement, pouf, bain de sang. Bref, ça c'est culte.
Et ben voilà, toute cette violence exagérée qui pourrait faire tendre le film vers le ridicule d'une certaine manière, mais c'est un peu le but, justement, ce second degré, tout ça. Et ben ça aide ce film, ça aide à faire passer cet humour noir, ce message, cette violence et tout ça. Et c'est là que c'est intéressant, comme on l'a dit, le scénario, la mise en scène, tout ça, tous les rouages se mettent en place. Et ce genre de violence, c'est le genre de violence qu'on ne pourrait pas trouver dans les films d'aujourd'hui. Il suffit de voir le remake de 2014. En fait, non, pas tout à fait comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier un détail, c'est que Robocop, c'est une petite production. Dans les grosses productions, on ne fait pas des choses comme ça. Parce qu'une grosse production où on fait un truc aussi violent, et ben forcément, il n'y a pas accès à tout le monde. Le film est interdit au moins de, je sais pas, 16, 18 ans, et donc il y a moins d'entrées. Donc, c'était une petite production, et c'est ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui aussi dans le cinéma actuel, c'est que si on veut voir des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses un peu violentes, faut pas aller voir le master blockbuster, faut aller chercher la pépite. Et Robocop, c'était une pépite. Qu'est-ce qui s'est passé avec le remake? Eh ben, c'est que Robocop est passé dans la culture générale, on va dire, dans l'inconscient collectif, c'est un personnage qui est vendeur de base, et donc quand ils ont fait ce film, Robocop, eh ben, il était déjà plus vendeur de base, de par son naturel, et ils se sont dit, c'est le moment de faire venir les gens, donc ils ont calmé la violence. Et un petit mot sur la violence, mais qui n'est pas une violence graphique, avec des gens qui explosent et tout ça, c'est encore une fois l'acteur Kurtwood Smith qui interprète donc Clarence Boddicker. Moi, Clarence Boddicker, quand j'étais gamin, il me faisait flipper, et il me fait encore flipper, parce que le mec est d'un sadisme complet. La mort de Murphy, il est ultra violent et tout, et il a une tête, il le joue tellement bien, que ce mec, je le croise dans la rue, je me cache, je pars en courant. Il est monumental dans ce qu'il arrive à transmettre, énorme. Bon alors, Monsieur Paul Verhoeven n'a pas juste discuté sur le costume et juste amené de la violence, il a aussi réalisé le film, hein, et il était intéressant de voir que le film a certaines qualités qui sont simples, mais qui sont très bien utilisées, comme par exemple les lumières pour faire ressortir le costume, tout simplement, ou encore un truc assez intéressant, par exemple, si vous regardez la scène de la supérette, donc c'est la présentation de Robocop en tant que super-héros, et ben vous verrez qu'en fait il est filmé en légère contre-plongée pour faire ressortir son côté imposant comme ça. C'est simple, c'est léger, mais ça y est, et ça fonctionne. Et si vous regardez le film, vous verrez que les choix de caméra sont peut-être pas les plus fous de l'histoire ou tout ce qu'on veut, mais c'est toujours judicieux. Si vous regardez le film, vous verrez, c'est toujours judicieux. C'est simple, mais c'est hyper efficace. Allez, pour la petite histoire, est-ce que vous savez que M. Paul Verhoeven fait une apparition dans une scène, celle de la discothèque? Bah voilà, maintenant vous savez. Je vous ai déjà dit que Orion Pictures avait produit Terminator, et quand ils ont vu le scénario de Robocop, ils se sont dit tiens, c'est peut-être un peu l'occasion de refaire ce genre de succès. Il est intéressant de signaler que l'équipe du film a évidemment dit ne pas avoir vu Terminator avant d'avoir fini le film pour pas se laisser influencer. Évidemment, on y croit, hein. Pardon. Par exemple, saviez-vous que ED-209, alors ça ressemble un peu au robot qu'on a dans Terminator et tout ça, même si le design en lui-même est inspiré d'une série japonaise, je vous avais dit qu'il y avait du japonais là-dedans, à savoir la série donc Macross, donc Robotech. Et ça c'est officiel, ils l'ont reconnu. Pour rester sur les pures influences Terminator, je trouve que la scène d'assaut de Robocop dans le laboratoire de drogue, où il défonce la porte et il a sa grosse scène d'action, il y a plein de gens autour qui lui tirent dessus, bah moi ça m'évoque la scène du commissariat. C'est aussi une scène qui n'est pas filmée d'un point de vue scène d'action de manière totalement folle, mais on retrouve la même force, plus ou moins, un peu moins marquante évidemment, je trouve, que celle du commissariat. C'est-à-dire le mec il est entouré, d'abord il repère les cibles, il lui balance tout ce qu'ils ont dessus, et lui bam bam bam, il les flingue froidement. Donc, petite influence de Terminator quand même là-dedans. Une influence d'un bon film, on va pas se plaindre quand même. La musique est l'œuvre de Monsieur Basil Poulé-Doris, l'homme qui a composé l'une des meilleures bandes son de l'histoire du cinéma, à savoir celle de Conan le Barbare, et quand je dis ça, c'est pas juste la musique principale, c'est toutes les musiques de ce film sont géniales. Il retravaillera avec Paul Verhoeven sur Starship Troopers, encore un film qui a une musique extraordinaire. Il a aussi fait la musique de Piège à grande vitesse, et si je vous le dis, c'est juste parce que la musique est clairement au-dessus du film en fait. Et il a aussi fait, comme ça, la musique de À la poursuite d'Octobre Rouge, pour citer un autre film culte. Le mec, c'est pas n'importe qui. Et il faut dire les choses comme elles sont, il nous livre encore ici une musique absolument ouf. Le thème de Robocop est fantastique. Il met du temps à arriver, hein, parce qu'un peu à l'image de Superman, hein, on parlait de film de super-héros, le personnage de Robocop met un peu de temps à venir, mais cette musique, je l'écoute régulièrement, hein, je la trouve sensationnelle. Mais ce qui est encore plus beau là-dedans, c'est en plus de la qualité des musiques, c'est qu'en fait les musiques s'adaptent, c'est-à-dire quand on a le côté plus humain, eh ben on a plus des musiques orchestrales. Et quand on est plus sur le robot, la machine, technologie, tout ça, alors là, on a plus une musique faite au synthétiseur. Des petits détails comme ça qui sont excellents, et qui en plus soulignent la musique. Parmi les scènes qui, je trouve, par exemple, baignent dans la musique, il y a par exemple la visite de l'appartement, quand Robocop visite son ancien appartement, là, il y a justement cette musique qui je trouve, aide bien à souligner la scène et donc le drama. Donc la musique est très bonne dans ce film, elle n'est pas culte pour rien, voilà.
La question qu'on peut se poser en regardant ce film, c'est est-ce que ce film est encore regardable aujourd'hui? Bon, si vous avez suivi la vidéo, vous comprenez que oui, pour moi, largement. Est-ce qu'il a vieilli au niveau de ses effets spéciaux? Alors, ED209, ça vieillit. Honnêtement, ça vieillit, ça fait vieux effets spéciaux, et je comprends que certaines personnes puissent voir ça et que ça les fasse sortir du film. Moi, ça me fait pas spécialement sortir du film, déjà parce que j'aime bien ces vieux effets spéciaux, mais c'est vrai que malgré tout, quand tu vois ça, tu te dis « Ah ouais, le film, il commence à avoir un certain âge, malgré tout ». Mais ça me dérange pas, mais je peux comprendre que ça puisse gêner certaines personnes. Il y a aussi l'effet du méchant quand il se casse la gueule à la fin, où on voit clairement que c'est mal fait, quoi, hein, que le temps a passé. Mais il y a le reste. Il y a le reste, comme par exemple l'armure de Robocop, qui pour moi est excellente. Elle est excellente. Le moment où il enlève son casque et on voit son visage comme ça, on dirait qu'il est agrafé, enfin agrafé, ça a l'air un peu violent, mais c'est un peu ça, qu'il est greffé comme ça sur la peau, sur le reste de l'armure et tout ça. Je trouve ça magnifiquement bien fait au niveau des effets visuels. Robocop, de nos jours, même s'il bouge un peu lentement, qui ça par contre peut faire un peu vieillot d'une certaine manière, on arrive toujours à ressentir son côté fort, parce qu'il vise précis, parce qu'il a un flingue qui va t'exploser partout. On arrive toujours à ressentir ce côté super flic, même si on pourrait évidemment imaginer que cette lenteur, elle puisse poser problème à l'heure de courir derrière un malfrat ou un truc comme ça, mais le scénario est assez bien fait pour qu'il n'ait pas trop à le faire. Principe de base. Mais pour le reste, la violence, la vraie violence dans ce film, qui sert à dénoncer quelque chose, qui est violente, réellement violente, même s'il y a une petite touche d'humour très lointaine, c'est pas un truc en mode cool, ouh, j'ai tué quelqu'un, on s'en fout, non, c'est de la vraie violence qui impacte, et ça, on en demande de nos jours, donc ça, c'est encore plus d'actualité qu'on pourrait le croire. La critique sociale globale, tout ce qu'il y a là-dedans dans ce film, tout ça fait que ce film est totalement d'actualité, évidemment, et qu'il faut absolument le voir. Au niveau du rythme du film, comme on l'a dit, Robocop, il arrive un peu tard, mais c'est pas grave, parce que il se passe toujours quelque chose d'intéressant, il y a toujours un truc qui se passe, et malgré l'histoire simplette et tout ce que l'on veut, le film fonctionne extraordinairement bien. Donc je vais pas rentrer dans les détails, pour moi le seul principal défaut, comme j'ai dit, c'est cette histoire qui peut paraître simple au premier abord, c'est on va dire l'histoire dans le sens ce qui se passe réellement, mais quand on voit tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui se passe, on va dire à la seconde, qui n'est pas que l'histoire en tant que telle, le film est oufissime, il est grandiose, et puis voilà, c'est un film extraordinaire que vous ne pouvez pas louper si par hasard vous ne l'avez jamais vu, puis si vous l'avez déjà vu, il faut retourner le voir parce que c'est comme ça. Donc la note que je lui donne évidemment, c'est un 10 sur 10, parce qu'un film comme ça, on aimerait en voir beaucoup plus, des films de divertissement qui sont à la fois un petit peu provocateurs par rapport au public, qui viennent un petit peu nous chercher, mais qui en même temps délivrent un message, qui ont quelque chose. Ça c'est du divertissement comme on aimerait en voir plus, comme j'ai dit, il faut hélas pas trop les chercher dans les blockbusters. Merci en tout cas à Paul Verhoeven pour ce film, et à toute l'équipe évidemment. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde.